Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indés Radio. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour. Un stade a été franchi dans l'épidémie de coronavirus. Désormais, la France compte 130 cas. 116 personnes sont hospitalisées, dont 9 dans un état grave. Un département est particulièrement concerné, c'est le département de l'Oise qui compte 47 cas. Et justement, on va parler de la situation dans ce département avec le sénateur de l'Oise, Olivier Paccaud. Il est avec nous ce matin. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Nicolas Bay, député européen, membre du Rassemblement national. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Pascal Jalabert du groupe EBRA. Et puis nous poursuivons notre tour de France de la campagne des municipales à 2 semaines maintenant du premier tour. Cette semaine, nous serons dans le Grand Est. Nous irons particulièrement à Nancy et à Metz. Et puis enfin, dans le Club des territoires, nous parlerons du 49.3 déclenché à l'Assemblée nationale samedi soir par Édouard Philippe. Colère de l'opposition qui a déposé 2 motions de censure. Quelles conséquences pour la suite du texte? On va en débattre. Mais avant cela, voici les autres informations de ce lundi 2 mars. Un 49.3 qui provoque des remous dans la majorité, notamment au Sénat. Le sénateur des Bouches-du-Rhône, sénateur La République En Marche, Michel Amiel, a décidé de quitter le parti. Il siégera désormais dans le groupe Les Indépendants, République et Territoire. Michel Amiel sera avec nous dans quelques minutes. Gérard Larcher demande un report de l'examen de la réforme des retraites au Sénat, initialement prévu le 20 avril. Le président du Sénat a, selon Le Figaro, écrit une lettre au Premier ministre mercredi pour demander de différer l'examen de 15 jours, et ce, afin d'attendre les conclusions de la conférence de financement. Et puis début de la campagne officielle pour les municipales aujourd'hui et jusqu'au 14 mars minuit. Les panneaux des candidats seront installés dans les communes dans un ordre défini par tirage au sort effectué par la préfecture. Le premier tour de ces municipales aura lieu, je vous le rappelle, le 15 mars. Et on débute avec le sénateur du jour, élu de l'Oise, rattaché au groupe Les Républicains. Bonjour Olivier Paccaud. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va parler du coronavirus. Votre département est le plus touché par l'épidémie. 47 cas selon le dernier décompte du ministère de la Santé. Dans quel état d'esprit sont les habitants de votre département? Écoutez, les habitants du département ne sont pas tombés dans la psychose. J'étais ce week-end dans l'Oise et j'ai participé à diverses manifestations parce que avant que monsieur le préfet prenne un arrêté interdisant les rassemblements collectifs qui a pris effet dimanche, eh bien samedi, j'ai eu l'occasion de parcourir mon département. J'ai vu beaucoup de gens et ils sont comme tous les Français. Ils regardent la télévision, ils écoutent la radio, ils lisent les journaux, ils se posent des questions, mais la plupart, eh bien, on va dire qu'ils ont su raison garder. Ils n'ont pas versé dans cette psychose qui est un des risques de cette problématique. Je veux dire, trop d'infos tue la raison. Et à regarder notamment les chaînes d'infos en continu, on a l'impression qu'on est victime d'une nouvelle grippe espagnole. Ce n'est pas le cas. Il faut faire effectivement très attention. Il y a des mesures sanitaires qui sont prises, mais il faut savoir vraiment garder son calme. Il y a des mesures particulières, vous le disiez, qui ont été prises dans votre département, des écoles fermées, interdiction de rassemblement. Est-ce que ces mesures qui sont strictes sont les bonnes mesures? Elles étaient nécessaires? Alors écoutez, les écoles fermées ne concernent que 9 communes. Les communes où il y a le plus de cas et où on est en train de rechercher le patient zéro. Donc 9 communes, l'Oise en compte 676. Ça veut dire que la rentrée scolaire va se dérouler dans les conditions les plus normales, quasiment partout. Est-ce que les mesures sont bonnes? Je ne suis pas infectiologue, donc je ne suis pas capable de vous dire. Peut-être qu'elles sont un peu rigoureuses et certains maires notamment, j'ai pu en avoir beaucoup hier soir au téléphone, avaient du mal à comprendre certaines mesures. Je vous donne un exemple. On a interdit les marchés. Bon, par contre, on peut aller dans les grandes surfaces. Alors, il faut que la vie économique continue, mais c'est vrai que dans le petit marché du bourg de 3500 habitants, vous allez avoir 50 personnes. C'est un manque à gagner pour les commerçants, c'est une perte de vie locale. Et puis à côté de ça, vous avez la grande surface, vous allez avoir plusieurs centaines de personnes. Donc il y a un manque de logique dans les mesures qui sont prises? Il y a une cohérence sélective, je dirais. Oui.
Mais comment vous l'expliquez? Parce que le gouvernement ne sait pas vraiment quoi faire, qu'il agit au cas par cas, qu'il n'y a peut-être pas de coordination. C'est quoi votre explication? Il y a de la coordination parce que le préfet, qui fait très bien son travail, a réuni les parlementaires, il a réuni les maires concernés en présence du directeur de l'agence régionale de santé. C'est l'ARS qui prend la main pour toutes les mesures importantes, appliquées ensuite par la préfecture. Ils font de leur mieux. Néanmoins, on est face à quelque chose qu'on n'avait pas connu et donc il faut s'adapter. Il y aura peut-être des choses à ajuster. Il faudra tirer toutes les leçons, tous les enseignements de cette expérience désagréable. Vous participiez à ces réunions, notamment samedi. Qu'est-ce qui s'est dit? Est-ce que vous avez l'impression que les choses sont bien gérées? Écoutez, oui, je pense que les choses sont bien gérées. D'abord, il y a une volonté de transparence. Et c'est toujours important pour la population et les élus de sentir qu'on n'a pas envie de cacher quelque chose. Après, tout évolue tellement vite que, effectivement, il y a des ajustements qui se font quasiment au jour près. Oui. Il y a des questions qui se posent sur la base militaire de Creil, dans l'Oise. Des militaires sont touchés. Est-ce que pour vous, il y a eu un manque de protection, un manque d'organisation quant au rapatriement des Français de Chine? C'est ce que l'enquête épidémiologique dira. Peut-être, mais le risque zéro est-il possible ? Vous n'avez pas d'infos? Non, à ce sujet, alors, on n'a pas d'infos parce que la base aérienne est sous régime militaire. Et les militaires, eux, ne communiquent pas. Voilà. Et on nous l'a bien fait sentir d'ailleurs. La Grande Muette reste la Grande Muette. Ça veut dire quoi, que vous avez demandé des infos et qu'on vous a... En ce qui concerne il y a une fin de non-recevoir? Oui, en ce qui concerne la base aérienne, oui. Toujours est-il que le risque zéro n'existe pas. Il faut quand même en être conscient. On est dans une société où on voudrait qu'il n'y ait jamais aucun problème. Le risque zéro n'existe pas. Il y a peut-être eu, effectivement, dans le cadre du rapatriement qui est passé par cette base aérienne, un peu de virus qui est arrivé, oui. Mais dû à quoi? Dû à un manque d'organisation de l'État quant à ce rapatriement? Je ne sais pas et je veux surtout incriminer personne parce que sincèrement, les services préfectoraux, les services de l'État font vraiment de leur mieux. Un dernier mot, vous parliez des réunions que vous aviez eues samedi. Est-ce que pour vous, les élus, les parlementaires, les maires sont suffisamment associés à toutes les décisions qui se prennent autour de cette épidémie? Alors nous ne sommes pas décideurs, nous sommes récepteurs d'informations, mais je vais vous donner un exemple quand même. À l'origine, le préfet avait inclus dans la zone, entre guillemets, ce qu'ils appellent le cluster, où les mesures de restriction sont les plus fortes, il n'avait inclus que 8 communes. Il n'avait pas inclus la commune de Lacroix-Saint-Ouen, d'où est originaire un des premiers malades. Et le maire de Lacroix-Saint-Ouen, de son initiative, avait décidé de fermer les écoles. Le préfet a dit je vais appeler monsieur le maire pour lui dire que ce n'est pas la bonne mesure. On lui a dit je pense qu'il est mieux placé que vous pour le savoir. Bon, le préfet a finalement changé d'avis. Et la décision prise par le maire de Lacroix-Saint-Ouen, et non pas par le préfet, a finalement été appliquée par le préfet. Donc, ces réunions et les initiatives de certains élus peuvent aussi avoir du bon. Est-ce que, en un mot, vous comprendriez que si jamais les choses s'aggravent, notamment dans votre département, des mesures plus strictes encore soient prises? Alors, il faudrait qu'elles s'aggravent vraiment parce que nous vivons actuellement une épidémie de grippe avec beaucoup de malades et tous les médecins généralistes que nous connaissons sont un peu submergés. Ils ont énormément de rendez-vous et on n'en fait pas tout un drame. Alors le coronavirus est plus dangereux qu'une grippe normale. Néanmoins, il ne faut quand même pas verser dans un catastrophisme qui n'a pas lieu d'être. Allez, on va passer à un autre sujet, la réforme des retraites, puisque samedi soir, Édouard Philippe a décidé de déclencher le 49.3, ce qui a provoqué quelques remous. On va voir ça avec Alexandre Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Olivier Paco. Bonjour. Et Alex, l'utilisation du 49.3 samedi soir a déclenché la colère des députés d'opposition, mais pas seulement, il y a aussi de vives réactions parmi les sénateurs.
Et oui, parmi les sénateurs, à commencer par le sénateur La République En Marche, Michel Amiel, qui a décidé de quitter son groupe parlementaire LREM au Sénat. Il claque la porte car il dénonce, je cite, une décision pleine de cynisme et d'incompétence politique. On entendra d'ailleurs Michel Amiel par téléphone dans quelques minutes. Du côté de la droite du Sénat, le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, a publié très vite un communiqué pour dénoncer ce recours au 49.3 et notamment l'argument utilisé par Édouard Philippe pour justifier cette décision, à savoir l'obstruction de députés d'opposition. Regardez ce que dit Bruno Retailleau, l'obstruction a bon dos puisque le gouvernement et sa majorité, en refusant d'actionner le temps programmé, se sont rendus complices de l'obstruction. Alors pour préciser, le temps programmé, c'est un dispositif à l'Assemblée nationale qui permet de limiter le temps de parole de chaque groupe parlementaire sur un texte. Et puis à gauche, les sénateurs socialistes, les sénateurs communistes ont également dénoncé ce 49.3. Écoutez ce que disait hier le sénateur socialiste Rachid Temal sur l'antenne de CNews. Ce qui est assez drôle, c'est que quand vous regardez hier ce qui restait, notamment l'article suivant, c'était sur le point de retraite que personne ne sait calculer. C'était aussi sur par exemple, aujourd'hui, regardez, l'annonce sur les agriculteurs repoussés, etc., etc. Donc en fait, ce gouvernement ne veut pas de transparence, ne veut pas de démo démocratique. D'ailleurs, sur le 49.3, je crois que la meilleure réponse, c'est d'écouter Bruno Le Maire, qui, il y a quelques années, sur votre antenne, expliquait que quand il y a un 49.3, c'est la fin de règne. Je pense qu'il faut l'avoir en tête. Et Alex, la prochaine étape de ce projet de loi ordinaire, c'est au Sénat qu'elle va se passer. Effectivement, le projet de loi ordinaire doit être débattu à partir du 20 avril au Sénat, mais le président du Sénat, Gérard Larcher, a écrit mercredi une lettre au Premier ministre Édouard Philippe pour lui demander de reporter de 15 jours l'examen du texte au Sénat, 15 jours, c'est-à-dire après la conférence de financement sur le système des retraites entre les partenaires sociaux. En tout cas, le débat va bien avoir lieu au printemps au Sénat sur ce texte et il n'y aura pas d'utilisation du 49.3 car le gouvernement ne peut pas utiliser cet article de la Constitution au Sénat. Le débat au Sénat va donc aller à son terme. Et puis, quand les sénateurs auront adopté une version de ce projet de loi, députés et sénateurs devront se mettre d'accord sur une version commune du texte dans une réunion qu'on appelle la commission mixte paritaire. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'accord et le projet de loi reviendra pour une lecture définitive à l'Assemblée nationale. Les députés auront le dernier mot, en tout cas sauf si le gouvernement utilise une nouvelle fois le 49.3 et là, le gouvernement aura le dernier mot. Merci beaucoup, merci Alex. Olivier Paccaud, on a appris ce matin que Gérard Larcher avait donc écrit une lettre au Premier ministre pour lui demander un report de 15 jours du texte après les conclusions de la conférence de financement. Il a eu raison, le président du Sénat ? Oui, parce qu'on ne peut discuter d'un texte aussi important qui va impacter tous les Français un jour ou l'autre, même si c'est à horizon plus ou moins lointain, selon la date de naissance de nos compatriotes. On ne peut étudier un tel texte sans avoir une vision de la réalité financière des mesures et de l'équilibre. Or, c'est vrai qu'on est dans une situation totalement kafkaïenne, ubuesque, du quasiment jamais vu en matière d'un texte qui a des notions financières à la base. On ne sait pas où on va. Donc, très objectivement, on a souvent parlé d'amateurisme pour désigner la gouvernance, le président, le gouvernement, les parlementaires. Là, on a un bon exemple d'un amateurisme. Alors je sais que le président de la République s'en glorifie, mais on ne gouverne pas un pays comme la France de façon d'amateurs, c'est pas possible. Et là, on en a malheureusement un très bon exemple. Si Édouard Philippe refuse de décaler l'examen du texte de 2 semaines, que doit faire le Sénat ? Est-ce qu'il doit refuser d'examiner ce texte ? Écoutez, il y aura des conférences de présidents et je pense qu'il va y avoir quasiment un arc républicain, hormis la République En Marche, même si elle s'effrite, pour exiger quand même un minimum de cohésion. Je vous rappelle que le Conseil d'État lui-même a pointé les nombreuses lacunes du texte présenté par le gouvernement. Je pense qu'il faut que Édouard Philippe soit sage dans sa façon d'avancer. Le 49.3, c'est une arme constitutionnelle que je ne critique pas. Néanmoins, c'est toujours soit un aveu d'échec, soit un aveu de faiblesse. Et quand on a une majorité absolue à l'Assemblée nationale usée du 49.3, c'est là un aveu d'échec total. On va revenir sur l'utilisation de ce 49.3, mais sur le Sénat, est-ce que finalement, c'est pas le Sénat qui est le grand bénéficiaire de ce 49.3, puisque c'est au Sénat que va se dérouler le seul débat de fond sur ce texte finalement ? Très probablement.
très probablement. Et honnêtement, je ne m'en félicite pas particulièrement parce que notre mécanisme institutionnel un peu complexe et complète donne toute sa place au Sénat, elle va l'avoir encore plus, et c'est vrai qu'il n'y aura pas 41 000 amendements au Sénat, il y en aura beaucoup moins. Le Sénat est toujours plus sage et moins dans la commedia dell'arte que nos amis de l'Assemblée nationale, donc on va discuter vraiment sur le fond, et Dieu sait que dans ce projet, il y a énormément de choses à corriger. Et il faudra plus que les 2 semaines qui sont programmées à l'heure actuelle au Sénat ? Oh, probablement. Et moi, je vais vous dire tout de suite, en tant que sénateur rattaché au groupe Les Républicains, le texte tel qu'il est aujourd'hui, je ne le voterai jamais. Allez, on va voir, puisqu'on en parlait, l'utilisation de ce 49.3 a divisé la majorité, et notamment au Sénat. On est en ligne avec le sénateur Michel Amiel. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, sénateur des Bouches-du-Rhône. Vous siégiez à La République En Marche, mais ça c'était jusqu'à ce week-end, puisque vous avez décidé de quitter le groupe et le parti après l'utilisation du 49.3 par Édouard Philippe. Pourquoi ce choix ? Je pense que l'utilisation du 49.3 n'était pas du tout opportune, sans parler de la forme. Samedi soir, en pleine épidémie de coronavirus, donc presque en catimini, comme j'ai eu l'occasion de le dire sur d'autres déclarations de presse. Puis, compte tenu de l'importance de ce texte immédiate et pour les générations à venir, je crois que ce texte méritait un vrai débat. Alors, cela dit, je renvoie quand même un petit peu dos à dos la gauche donneuse de leçons en faisant cette avalanche d'amendements totalement inutiles et stériles qui ont poussé à la faute, mais bel et bien à la faute le Premier ministre en sortant le 49.3. Non, ce texte mérite un vrai débat et effectivement, paradoxalement, c'est au Sénat qu'il risque d'avoir lieu, puisque nos habitudes sont quand même beaucoup plus pacifiées, si j'ose dire, et c'est peut-être l'occasion au Sénat de faire montre de avec une pointe d'ironie, de son immense sagesse pour combler les trous qu'il y a au niveau de ce texte, les imprécisions et le faire avancer. Alors après, est-ce que le gouvernement acceptera les modifications apportées au niveau du Sénat dans le cadre de la CMP, de la commission mixte paritaire? C'est une toute autre affaire. Michel Amiel, pour qu'on comprenne bien votre décision, c'est uniquement l'utilisation de ce 49.3 qui vous a fait quitter le parti, ou le 49.3 finalement c'est la goutte d'eau et vous aviez d'autres désaccords? Oui, effectivement, le 49.3, c'est la goutte d'eau. Il y avait effectivement un certain nombre de maladresses, une forme de mépris à la fois des parlementaires, mais aussi des gens. Enfin, je veux dire, les parlementaires doivent, et ils ne s'en privent pas, écouter ce qui remonte de leurs administrés. Et effectivement, beaucoup de gens ne comprenaient plus ce qui se passait. Regardez, dans la réforme des retraites, le temps très long de soi-disant concertation pour arriver finalement au blocage que nous connaissons. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Un dernier mot, Michel Amiel, est-ce que François Patrial, président du groupe, vous a appelé? Est-ce que vous avez eu d'autres sénateurs? Est-ce qu'il vous a appelé d'abord, François Patrial? Non, pas du tout. Moi, je vous avoue, j'ai envoyé cette décision sur la boucle. Et puis voilà, François connaissait déjà depuis quelque temps mon mécontentement. Je ne pense pas que c'était une stupéfaction pour lui. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a d'autres parlementaires qui vont vous suivre? Je ne sais pas que je sache. Je ne sais pas. C'est une décision qui est personnelle. Vous savez, à partir du moment où on se sent mal à l'aise dans un type de fonctionnement, il vaut mieux savoir s'arrêter. Merci beaucoup. Merci Michel Amiel d'avoir été en direct avec nous ce matin. Un mot de réaction, Olivier Paccaud, sur la décision de Michel Amiel, vous la comprenez? Écoutez, moi je vais vous en donner deux mots. Le premier mot, c'est que je suis quand même surpris parce que Michel Amiel, pendant très longtemps, était un de mes collègues les plus fervents supporters de La République En Marche. Je me souviens avoir eu des débats assez houleux avec lui au moment du vote de la CSG, la hausse de la CSG, concernant les retraités. Et Michel, je respecte parfaitement par ailleurs, était un de ceux qui avait dit que les retraités étaient des privilégiés parce qu'il soutenait vraiment mordicus la ligne gouvernementale. Donc le fait qu'il soit parti m'étonne quand même. La deuxième des choses, il a dit quelque chose de très important. Il a parlé du mépris du gouvernement pour le Parlement et pour la population. Je pense sincèrement que dans l'utilisation du 49.3 pour tenter de contrer l'obstruction réelle des insoumis, eh bien, ressort quelque chose qu'on ressent depuis très longtemps et
dont le pire exemple a été le psychodrame autour du deuil parental pour la mort d'un enfant. Cet amendement de bon sens d'un député UDI qui s'appelle Guy Bricout avait été repoussé par la majorité pour une raison très simple, c'est que ça ne venait pas d'eux. Et depuis 2 ans et demi, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Parlement, tout ce qui ne vient pas du gouvernement ou de la République en marche est balayé d'un méprisant revers de main qui est devenu insupportable. Dernier exemple en date, le discours de feu Madame la ministre de la Santé, juste après le vote concernant la loi de bioéthique, devant le Sénat, disant « Vous avez voté, mais l'Assemblée va tout remettre à zéro ». Jamais dans l'histoire de la Ve République, on a vu autant de mépris de la part d'un gouvernement. Je ne sais pas si c'est de l'amateurisme, mais c'est une faute démocratique qu'il va payer un jour ou l'autre. Allez, on va passer à un autre sujet. Il y a 10 ans, la tempête Xynthia frappait la côte atlantique, faisant 47 morts. La Vendée a été particulièrement touchée, 29 morts dans la seule commune de la Faute-sur-Mer. Hier avaient lieu les commémorations officielles en présence de la ministre Elisabeth Borne. Pour en parler, on va retrouver nos partenaires de Ouest France depuis La Roche-sur-Yon. Bonjour Céline Bardy. Vous êtes directrice départementale de Ouest France en Vendée. Comment s'est passé l'hommage aux victimes ce week-end ? Écoutez, c'était un hommage en 2 temps. Samedi d'abord, les familles des victimes ont déposé des fleurs au pied des arbres plantés à l'emplacement des maisons des 29 victimes de la tempête Xynthia. Je rappelle que peu de temps après la catastrophe, en fait, l'État a décidé de la destruction de 674 maisons à la Faute-sur-Mer. Et aujourd'hui, un golfe a remplacé ce terrain. Donc samedi, le maire disait d'ailleurs sur place, le paysage a beaucoup changé, mais nous avons gardé la mémoire. Et on a croisé une dame qui avait perdu ses parents dans les inondations qui nous confiait « En arrivant, j'ai eu du mal à resituer l'emplacement de la maison, mais ces arbres ont permis de préserver le lieu ». Et puis peut-être pour vous donner un peu l'état d'esprit des familles lors de cette commémoration, je peux vous citer aussi le président de l'association des victimes des inondations, Renaud Pinois, qui nous a dit il y a une page de 10 ans à tourner. On s'aperçoit que la vie continue, mais on n'a pas oublié. Alors ça, c'est pour l'hommage samedi, mais vous le disiez, hommage en 2 temps. Il y a eu un autre hommage hier. Oui, en effet. Donc il y a d'abord eu un moment de recueillement devant la stèle des victimes en présence de toutes les autorités, des élus du département et de la région et de la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, vous l'avez dit. Elle a énuméré le nom des 29 victimes de la Faute-sur-Mer. Il n'y a pas eu de discours devant la stèle, mais après, et dans un autre lieu, dans une salle, le maire de la Faute-sur-Mer s'est exprimé, puis la ministre. Alors, la ministre, Elisabeth Borne, qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce qu'il y a eu des annonces particulières? Non, pas d'annonce particulière. Elle a dit nous ne pouvons pas nous contenter du recueillement. Il y a eu un après Xynthia, l'État et les communes n'ont cessé d'agir. C'est ce qu'elle a défendu. Et puis elle a ajouté on va chercher les meilleures solutions face au risque de submersion, mais il n'y a pas eu d'annonce concrète et précise particulière. Comment localement a été perçue la venue, la présence hier de la ministre? Bien, elle était vraiment bienvenue. C'est la marque de la République, la marque du respect de l'État envers les victimes et le territoire, a résumé le maire de la Faute-sur-Mer. C'est aussi le sentiment de l'association des victimes. Un dernier mot, Céline, comment vous, à Ouest France, vous marquez ce 10e anniversaire de la tempête Xynthia? Eh bien, en faisant ce qu'on sait faire, c'est-à-dire du journalisme, on a fait un dossier qui est en ligne sur notre site internet et puis bien sûr des pages spéciales dans le journal. Dans le contenu, il fallait évidemment qu'on donne la parole aux victimes, aux familles de ceux qui ne sont plus là, mais pas pour tirer les larmes, ça on y tenait beaucoup, parce que les victimes, toutes celles qui nous ont confié leurs paroles, sont des gens vraiment très dignes, donc il fallait se montrer à la hauteur de cette dignité-là. Et aussi pour dire à nos lecteurs ce qu'il en est aujourd'hui, comment vivent les survivants, les familles, le pompier qui était de garde le soir du drame, comment la Faute-sur-Mer se relève de l'épreuve. Et puis, 10 ans après, la réponse qu'on peut donner à la lumière de toute cette matière journalistique, c'est que rien n'est oublié, mais que la vie a trouvé un chemin différent, mais qui est là, qui existe. Merci beaucoup. Merci Céline. On va voir la une de Ouest France aujourd'hui sur un autre sujet. Trouver un généraliste, le casse-tête des maires. C'est à la une de votre journal aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin. Un mot de réaction, Olivier Paccaud, sur ce 10e anniversaire de la tempête Xynthia. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le risque zéro n'existe pas. Néanmoins, il faut tout faire pour minimiser les dangers. Et lorsque la colère de la nature se mêle au manque de sagesse de l'homme, on peut avoir des drames.
On l'a eu avec la tempête Xynthia, puisqu'il y avait eu des constructions dans des zones qui étaient dangereuses. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'autres exemples dans notre histoire. Je me souviens de Vaison-la-Romaine, où il y avait eu quasiment autant de morts dans des constructions qui avaient été malheureusement effectuées dans le lit d'une rivière, dans l'ancien lit d'une rivière. Donc il faut toujours effectivement avoir la sagesse pour ligne de conduite, notamment lorsqu'il s'agit d'implantation humaine, toujours. Allez, on va terminer en regardant votre revue de presse, Olivier Pacot. C'est avec Alex Poussard qui revient. Et Alex, on commence avec Le Parisien. Et l'actualité du département de l'Oise qui est forcément marquée par la lutte face à l'épidémie de coronavirus. Le département qui vit ses premiers jours sous cloche puisque tous les rassemblements ont été interdits. Des mesures préventives qui sont plus ou moins appréciées par la population et les élus. Et par exemple, le maire de la commune de Montataire a décidé de maintenir son marché. Et ces mesures, on en parle aussi dans Ouest France. Et les écoles subissent également ces mesures préventives face au coronavirus. Dans 9 communes de l'Oise, toutes les écoles ont été fermées et les habitants de ces 9 communes ont été invités à limiter leurs déplacements. Et on termine avec l'Obs. L'Obs qui évoque la campagne des élections municipales dans le département de l'Oise qui est également perturbée par cette épidémie de coronavirus. Et d'ailleurs, le responsable du mouvement La République En Marche dans le département de l'Oise a indiqué qu'il souhaitait suspendre toutes les actions militantes de ses candidats aux municipales, des actions militantes qui forcément entraînent des contacts physiques. Merci beaucoup Alex. Est-ce que ce coronavirus il va avoir un impact sur la campagne des municipales dans votre département, Olivier Pacot ? Forcément, puisque toutes les réunions publiques sont annulées. Et personnellement, je devais aller soutenir la semaine prochaine un peu partout des candidats. Et donc, j'ai eu une quinzaine d'annulations de réunions publiques. J'espère que ces réunions en moins n'altéreront pas la sincérité du scrutin, pour reprendre les termes techniques qu'on utilise souvent. Est-ce que la question s'est posée, est-ce qu'il faut reporter les municipales, si ce n'est au plan national, au moins dans ces communes fortement touchées où la campagne ne peut pas se faire ? Non. Pour vous, c'est non ? Non, d'autant plus que l'on sait qu'il y a des risques épidémiologiques. Donc, on peut mettre en place toutes les mesures pour rendre les opérations de vote sécures. Donc, non, il ne faut surtout pas interrompre la vie démocratique pour des raisons effectivement médicales. Non, surtout pas. Eh bien, merci beaucoup. Merci Olivier Pacot d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, l'invité politique, c'est Nicolas Bay, député européen, membre du Rassemblement national. D'abord, on va regarder un extrait de Parlement Hebdo. C'est l'émission qui refait la semaine au Parlement. Tam Tranui et Brigitte Boucher recevaient Philippe Bas, et le président de la commission des lois du Sénat est revenu sur le suivi des djihadistes qui sortent de prison. Ils seront 43 cette année. Philippe Bas va déposer une proposition de loi pour assurer le suivi de ces djihadistes. On l'écoute. Philippe Bas, 43 djihadistes français qui ont purgé leur peine vont donc sortir de prison cette année. Ça devrait être 60 l'année prochaine. Est-ce que pour vous, ce sont autant de menaces qui vont être libérées ? Peut-être pas l'intégralité. J'espère qu'il y a quelques repentis au moins. Mais je crois qu'il y a des raisons de s'inquiéter. Et donc, nous disons, et c'est urgent, qu'il faut créer une nouvelle mesure sous le contrôle du juge. Et que pendant 10 ans, quelqu'un qui avait été condamné, qui a purgé sa peine de prison pour un délit lié au terrorisme, voire un crime lié au terrorisme... Ça pourrait aller jusqu'à 20 ans pour un crime. 20 ans pour un crime lié au terrorisme. Eh bien, il y ait une décision du juge d'application des peines avant la sortie de prison pour mettre en œuvre ensuite on appelle ça un suivi socio-judiciaire, c'est-à-dire à la fois des mesures de contrainte et de surveillance, mais aussi des mesures d'accompagnement vers une réinsertion. On essaye quand même, le but ultime, c'est quand même de récupérer des gens pour qu'ils ne deviennent pas dangereux. Mais nous considérons que si leur dangerosité a été constatée à la sortie de prison par le juge d'application des peines, alors là, oui, il faut un contrôle très serré. J'insiste sur un point qui va vous paraître peut-être très juridique. Ça n'est pas une peine. C'est une mesure pour protéger la société. Donc ça n'a pas besoin de se prononcer pendant la condamnation, mais ça peut se prononcer après. Exactement. Si c'était une peine, il aurait fallu la prononcer au moment de la condamnation à la peine de prison. C'est une mesure de surveillance et aussi de suivi pour l'insertion. C'est-à-dire qu'on marche sur 2 jambes.
Philippe Bas, le texte est en cours de finalisation. Quand est-ce que vous comptez le déposer, le voir adopté, et est-ce qu'il va s'appliquer à ces djihadistes sortis de prison cette année et l'année prochaine? Oui, c'est notre objectif. Et donc, nous voulons faire vite. Dès la semaine prochaine, le texte sera déposé. Et je crois qu'il fait l'objet, vous l'avez vu, d'un large consensus au Sénat, la commission des lois du Sénat. Il s'est exprimé mercredi de la manière la plus nette. Et donc, à partir du moment où le texte est déposé, je souhaite que nous puissions l'adopter très rapidement au Sénat. Et en quelque sorte, nous l'offrons au gouvernement et à l'Assemblée nationale pour aller plus vite. Nous sommes les premiers à avoir mis sur la table les solutions. Nous pouvons les discuter. Alors là, vraiment, nous n'avons pas d'amour-propre d'auteur, mais nous voulons, pour le service de nos concitoyens, pour la sécurité nationale, faire en sorte que ces nouvelles règles s'appliquent le plus vite possible. Et notre invité politique ce matin, c'est Nicolas Bay. Bonjour. Bonjour. Député européen, membre du Rassemblement national, vice-président du groupe Identité et démocratie au Parlement européen. Merci d'être avec nous. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Pascal Jalabert du groupe EBRA. On commence par le coronavirus. 130 cas en France. Désormais, le gouvernement qui prend des mesures. Alors des mesures strictes dans les départements les plus touchés, notamment l'Oise, mais aussi des mesures au plan national comme l'interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes. Est-ce que ce sont les bonnes mesures qui sont prises par le gouvernement? Oui, c'est sans doute les bonnes mesures, mais on a le sentiment depuis le début de cette crise que le gouvernement, finalement, prend toujours les décisions en décalé par rapport à d'autres pays et toujours avec un train de retard. Donc moi, je ne porte pas d'accusation à la légère. Évidemment, c'est une situation difficile. Le gouvernement prend sans doute un certain nombre de bonnes décisions, mais on a le sentiment d'une réaction un peu idéologique au départ. On l'a vu par exemple sur les frontières ou on l'a vu sur les interdictions des rassemblements. Nous, on avait proposé par exemple que le match entre Lyon et la Juventus soit reporté. On nous a dit non, c'est pas possible. Et puis on s'aperçoit que maintenant, c'est-à-dire 3 jours après, on va bloquer tous les rassemblements importants de plus de 5000 personnes. Mais toujours pas les matchs de foot pour le moment. Non, toujours pas les matchs de foot, mais je pense que ça viendra. On a toujours l'impression que finalement, le gouvernement est un peu à la traîne. On a beaucoup de pays, y compris des pays proches du nôtre, qui ont pris des décisions plus drastiques sur l'interdiction des vols commerciaux, enfin l'arrêt des vols commerciaux, des mesures de confinement ou même de protection des frontières que nous n'avons pas prises pour la France. Juste ces matchs de foot, il aurait fallu les reporter. Ce week-end, l'Italie a reporté ces matchs de foot de Serie A. Est-ce que la France aurait dû faire de même? Oui, je pense que ça peut être une bonne prudence, surtout quand il y a des supporters à l'étranger qui viennent en nombre. Parce que la logique de la libre circulation, elle aboutit à la libre circulation du virus. Et donc, limiter la libre circulation, ce n'est pas la solution magique, tout le monde l'a bien compris. Mais ça peut être un des éléments dans la batterie des précautions à prendre, un des éléments qui permet de limiter, en tout cas, la propagation du virus. Donc, c'est un point important. Et quand on nous dit, on peut pas, ce sera inefficace par exemple, de faire des contrôles à la frontière italienne, c'est un argument qui me semble irrecevable, parce que le fait de limiter le nombre de Vénitiens ou d'habitants de Lombardie qui viennent en France, c'est quand même de nature aussi à éviter la propagation, même si évidemment ce ne sera pas parfaitement étanche et ça n'empêchera pas un certain nombre de cas de passer. Les municipales arrivent, c'est une élection de contact avec des meetings, avec du porte-à-porte, avec des gens qui se rencontrent dans la rue. Alors faut-il les reporter pour garantir l'équité? C'est une décision compliquée. On est dans la dernière ligne droite de la campagne. C'est vrai qu'il y a peut-être comme premier risque le fait que beaucoup de Français n'aillent pas voter par crainte de se rendre dans des bureaux de vote qui sont des endroits confinés. Donc c'est une vraie question. Je crois qu'il y a une évaluation qui devra être faite en fonction de la propagation du virus dans les jours qui viennent. Je pense qu'il ne faut rien s'interdire. En fait, quand on touche à la sécurité sanitaire, à la santé des Français, je pense qu'il ne faut pas s'interdire des mesures de précaution, même si elles coûtent cher, même si elles sont fortes, parce que... Donc clairement, si l'épidémie prend de l'ampleur, pour vous, il faudra reporter les municipales. Écoutez, si vraiment l'épidémie prenait une ampleur considérable, il faudrait l'envisager. Oui, je pense qu'on ne peut pas s'interdire comme ça des mesures de précaution lorsqu'il s'agit de la vie des Français, encore une fois, de la santé de nos compatriotes. Maintenant, je conçois volontiers qu'il ne faille pas céder à la panique, mais depuis le début de cette affaire, on a le sentiment que le gouvernement agit avec un peu de légèreté, c'est-à-dire il est tout le temps à vouloir rassurer, ce qu'on peut comprendre, mais il ne faut pas que le fait de rassurer consiste finalement à minimiser la réalité, à omettre les vérités. Voilà, je pense que les Français attendent aussi et auront d'autant plus confiance qu'on leur dit la vérité. Quelle vérité omet le gouvernement ? Quand vous aviez, par exemple, il y a 6 jours, c'est pas vieux, Monsieur Véran, le ministre de la Santé, qui nous dit « il n'y a plus aucun cas ».
Alors qu'en réalité, il était incapable de le dire. Il y avait un certain nombre de cas, pas tous identifiés. Il dit, il n'y a plus aucun cas. Et 6 jours après, on est à 130. Et on est sans doute bien au-delà, d'ailleurs. Il n'y avait plus aucun cas à l'instant où il parlait. Il fait des points quotidiens. Oui, mais c'est une manière d'essayer de rassurer, alors que tout le monde comprend bien qu'il y a évidemment un certain nombre de cas, par centaines, peut-être même par milliers, pas encore tous identifiés. Il ne faut peut-être pas céder à la panique, mais il faut dire la vérité. Et le fait d'affirmer comme ça, de manière un peu péremptoire, que, en gros, circuler, il n'y a rien à voir, la situation est sous contrôle, ça me paraît pas être une attitude très responsable. Qu'est-ce que vous dites, que le gouvernement cache des choses ? Non, je dis pas ça. Je dis simplement qu'il fait comme si la situation était totalement sous contrôle, alors qu'en réalité, il y a un certain nombre de mesures, de procédures hospitalières qui sont en place, et tant mieux. Mais en réalité, il y a encore énormément d'inconnus, d'incertitudes, et c'est pour ça que il faut prendre toutes les précautions possibles. L'application du principe de précaution, notamment sur les confinements, par exemple les contrôles à la frontière, c'est finalement l'application au niveau national des mesures de confinement qu'on peut prendre quand on a des enfants qui reviennent d'un endroit qui étaient potentiellement infectés, ou quand on a des cas identifiés, comme c'est le cas dans l'Oise par exemple, etc. Voilà, donc il faut dire la vérité aux Français, être le plus précis possible, ne pas céder à la panique, mais ne pas, pour des raisons un peu idéologiques, s'affranchir de précautions qui peuvent être très utiles. Encore une fois, c'est pour la vie des Français, pour leur santé. Allez, vous êtes député européen, on va parler de ce qui se passe en Europe. L'Italie très touchée par ce coronavirus, le nombre de cas qui double en Allemagne. Est-ce que l'Union européenne est suffisamment réactive face à la propagation de ce coronavirus ? L'Union européenne, jusqu'à maintenant, a une action relativement limitée, compte tenu de l'ampleur de l'affaire, de la crise, puisqu'il y a à peu près 220 millions d'euros dans différentes... 232 exactement, voilà, dans différentes actions qui ont été débloquées par la Commission européenne. On voit que... On nous dit toujours que l'Union européenne, c'est l'échelon d'efficacité en cas de crise majeure qui toucherait plusieurs pays européens. C'est le cas aujourd'hui. On voit que l'Union européenne est relativement inopérante et que finalement, c'est plutôt les interactions entre les nations qui se révèlent être l'échelon de travail efficace, c'est-à-dire la coopération, c'est-à-dire ce que nous défendons comme modèle. L'Union européenne, elle verse 220 millions ou 230 millions, sans doute que c'est pour des actions qui peuvent de manière ponctuelle être efficaces, mais elle n'a pas de véritable action performante, et ça oblige évidemment les nations à prendre des mesures pour défendre leurs intérêts et l'intérêt de leurs concitoyens. Et quand vous entendez un proche du président hongrois, Viktor Orban, dire il y a un lien entre coronavirus et immigration illégale, c'est quoi ? C'est la récupération politique ou alors c'est du principe de précaution ? Vous savez, le principe de la libre circulation, qui est le grand dogme de l'Union européenne, qui aboutit à la libre circulation à l'intérieur de l'espace Schengen, mais aussi en pratique à une libre circulation qui permet à beaucoup de migrants, y compris clandestins, de venir sur le territoire européen, c'est un des éléments qui peut faciliter la propagation du virus. Donc évidemment, il n'y a pas de lien direct, au sens où la question migratoire et la question du coronavirus sont des sujets distincts, mais quand on est dans un contexte où, pour éviter la propagation du virus, il faut éviter la libre circulation. Évidemment, ça remet en cause les grands dogmes en matière migratoire. La Hongrie qui a donc suspendu les demandes d'asile en raison du coronavirus. Vous dites qu'il n'y a pas de lien. Ils disent qu'il y en a un. Pour vous, ils ont eu raison de suspendre les demandes d'asile. Ils ont raison. C'est bien sûr, ça fait partie de ces prudences. Et c'est exactement ce que nous on a dit s'agissant de la frontière italienne. Mais utiliser ce prétexte du coronavirus pour suspendre les demandes d'asile. Non, mais nous on ne veut pas avoir des personnes dont on ne sait pas de quel pays elles viennent et qui rentrent sur le territoire hongrois en prétextant qu'ils sont demandeurs d'asile, alors tout le monde sait bien qu'ils ne sont pas éligibles au droit d'asile, eh bien le gouvernement hongrois a parfaitement raison de le faire. Voilà. Le fait d'avoir des milliers ou des dizaines de milliers de personnes qui viennent de pays parfois non identifiés et dont certains sont touchés par le coronavirus et qui viendraient sur le territoire hongrois, ça constitue évidemment une menace, c'est évident. Un dernier mot là-dessus, vous qui êtes député européen, est-ce que pour vous il faut un débat spécial au Parlement européen sur ce sujet ? Il y aura sans doute, nous avons une séance plénière la semaine prochaine à Strasbourg, il y aura sans doute un débat, mais je pense qu'on n'est pas tellement à l'heure des débats, je pense qu'on est à l'heure de l'action, et l'action publique, elle se mène essentiellement par les États. Et c'est là où on voit que le réel reprend sa place et que le Parlement européen ou les institutions européennes, de manière générale, qui veulent toujours se montrer indispensables, se montrent relativement inopérantes lorsqu'il s'agit de prendre des grandes décisions qui touchent à la protection des pays et des citoyens. Allez, on va passer à l'autre actualité de ce week-end, la réforme des retraites. Et Édouard Philippe qui a donc dégainé samedi soir le fameux 49.3. Est-ce que finalement, ce n'était pas la seule solution compte tenu de l'avancée des débats ? Non, je ne crois pas du tout. Moi, je pense que ce gouvernement a une fâcheuse tendance à la brutalité démocratique et au refus du débat. Refus du débat avec les Français, pas de référendum, alors qu'il y a une majorité de nos compatriotes qui sont opposés clairement à cette réforme des retraites.
Et maintenant, refus du débat parlementaire avec son opposition et même, en réalité, avec sa propre majorité. Elle a beau être très docile depuis le début du quinquennat, finalement, l'utilisation du 49.3, c'est une manière aussi d'éviter que des fissures apparaissent au sein même de la majorité. Donc ça révèle finalement une grande fébrilité, une grande fragilité. Alors, bien sûr, il y a l'argument de l'obstruction. On nous dit... Oui, alors voilà, ça affaiblit le débat parlementaire, ce que fait la France insoumise. C'est-à-dire, c'est des copier-coller d'amendements qui ne proposent rien sur le fond, qui n'apportent rien. Vous soutenez ça? C'est pas qu'on soutient la guérilla parlementaire. Tous les camps politiques l'ont pratiqué en faisant comme ça des multiplications d'amendements par centaines ou par milliers sur différents débats. Dans notre histoire politique récente, on en a pas mal d'exemples. En réalité, n'inversons pas les rôles. L'obstruction, c'est le gouvernement d'Édouard Philippe qui l'a fait contre la volonté des Français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont une majorité absolue à l'Assemblée en raison d'un mode de scrutin très antidémocratique et cette majorité ne correspond en rien à l'état de l'opinion. Ils savent que les Français, à 70 ou 80%, sont opposés à la réforme qu'ils proposent. Ils veulent passer en force. Et donc l'obstruction, elle vient du gouvernement. Ils font de l'obstruction par rapport à la volonté démocratique des Français. Ils refusent le débat, ils refusent de se prendre en compte l'état de l'opinion publique. Alors, et finalement, ils exercent le pouvoir de manière brutale et sectaire. Le 49.3, il ne se fera pas sur le texte initial, il se fera sur un texte qui tient compte des amendements, notamment de l'opposition. Il a quand même écouté l'opposition. Non, moi je ne crois pas. Philippe. Je pense qu'ils sont prêts à tous les ajustements techniques pour peu qu'ils arrivent à passer le principe du système par points. Et quel est l'objectif de passer au système par points, même s'ils vont peut-être même laisser perdurer certaines injustices ou même peut-être certains régimes spéciaux qui n'ont plus lieu d'être, etc. Eh bien, en fait, le passage au système par points, ça va permettre deux choses. Ça va permettre, un, d'augmenter la durée des cotisations, deux, de diminuer le montant des pensions. Et tous les engagements en l'air qui ont été pris par le gouvernement en disant non, on s'engage à ce que le point ne diminue pas, etc., sont évidemment des engagements qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence parce qu'ils ne peuvent pas s'engager sur les gouvernements suivants. En réalité, on sait que la valeur du point sera décidée par Bercy, validée par l'Assemblée chaque année et qu'évidemment, l'objectif du passage au système par points est de transformer notre système de retraite actuel en une sorte de retraite par répartition qui deviendrait minimaliste avec des retraites de misère. Et puis ensuite, vous avez deux catégories. Vous avez les Français qui auront des capacités à investir et à capitaliser et donc à s'assurer des revenus complémentaires. Et puis ceux qui seront dans l'impossibilité de capitaliser et qui se retrouveront avec des retraites absolument dérisoires. C'est-à-dire, on va assister à un appauvrissement de la France, à un appauvrissement de nos aînés. Et c'est en réalité une régression. Alors, sur l'allongement de la durée. C'est une régression sociale absolument majeure qui est en train d'être mise en œuvre. On vit plus âgé, il faut bien allonger la durée. C'est quasi mathématique. Mais non, pas forcément. D'abord parce qu'on vit, c'est vrai que l'espérance de vie a augmenté, mais l'espérance de vie en bonne santé n'a pas beaucoup bougé. Et par ailleurs, on voit bien que derrière ces mesures, en réalité, il y a toujours la même idée, c'est on va travailler plus longtemps pour équilibrer le système des retraites. C'est ce qu'avait fait Fillon en 2008. Mais en réalité, le problème n'est pas là. Le problème, c'est le chômage de masse. Donc quand vous êtes dans un contexte de chômage de masse, eh bien, vous n'équilibrez pas vos comptes sociaux par l'augmentation de la durée de cotisation. Pourquoi ? Parce que ce que vous allez peut-être gagner sur les caisses de retraite, vous le perdez de l'autre côté sur l'assurance chômage. C'est à chaque fois que vous avez quelqu'un qui va travailler 2 ans ou 3 années de plus, et donc du coup qui équilibre légèrement le système de retraite, dans le même temps, vous avez quelqu'un qui attend un Pôle emploi. Et qui coûte en termes d'assurance. Au Rassemblement national, vous proposez 40 annuités. Est-ce que de facto, vous ne proposez pas vous aussi l'allongement de la durée de travail ? 40 annuités, ça correspond, vous avez raison de le dire, en pratique, puisque l'entrée sur le marché du travail se situe autour de 24 ans aujourd'hui, ça correspond grosso modo à une retraite à 64 ans. Mais ça permet aussi à ceux, notamment souvent les moins qualifiés et les travaux les plus pénibles, eh bien, qui souvent commencent à travailler beaucoup plus jeunes, à 20 ans, à 21 ans, etc., eh bien de prendre leur retraite avant 63 ans. Mais on sera sur un départ en moyenne à 64 ans. Oui, c'est pour ça que notre position, elle est raisonnable, mais nous voulons avant tout préserver le système de retraite par répartition, mais qu'on pourra préserver que si on a une natalité plus dynamique, et on pourrait prendre des mesures sociales et fiscales que certains pays ont pris avec succès, je pense à la Hongrie, je pense à l'Italie, je pense à la Pologne, et par ailleurs revenir à un chômage raisonnable. Aujourd'hui,
on a un chômage qui, en réalité, toute catégorie confondue, n'a pas diminué depuis le début du quinquennat, contrairement à ce que prétend le gouvernement. Dernier mot sur ce sujet. Le président du Sénat, Gérard Larcher, demande un report de l'examen du texte de 15 jours. Il a écrit une lettre à Édouard Philippe en ce sens. 15 jours, c'est pour attendre les conclusions de la conférence de financement. Est-ce que vous soutenez la demande de Gérard Larcher? Mais ça fait partie des procédures parlementaires. Le Sénat, la droite au Sénat s'arc-boute sur la question du financement, en réalité parce qu'au fond, eh bien, ils ne sont pas opposés à la réforme d'Emmanuel Macron. Et on voit bien là que le nouveau monde, c'est la synthèse du vieux monde, c'est-à-dire une bonne partie des anciens socialistes qui ont rallié Emmanuel Macron, et la droite, notamment sénatoriale, qui finalement sont d'accord avec l'essentiel des orientations de ce texte. Il y a des ajustements sur les questions financières où ils ont des petites divergences et ils veulent les mettre en scène. Mais sur le fond, ils sont d'accord pour un passage à un système par points, dont, encore une fois, ce sont les Français, les classes populaires et les classes moyennes qui vont souffrir le plus. Alors, vous avez parlé de la droite sénatoriale sur un autre sujet, c'est-à-dire la libération de personnes condamnées pour des actes de terrorisme ou pour de l'incitation au djihadisme. 43 vont être libérés dans les prochains jours et la droite sénatoriale propose des mesures spécifiques de suivi. Vous êtes d'accord ? Moi, je pense que M. Bas est sincère dans les propositions qu'il fait, mais ça me semble des mesures absolument dérisoires. Dérisoires parce qu'elles ne sont pas de nature à protéger efficacement les Français. On en a eu un exemple à Saint-Étienne-du-Rouvray. Celui qui a assassiné par égorgement le père Hamel dans son église, il avait un bracelet électronique autour de la cheville. Donc ce ne sont pas les contrôles judiciaires, les suivis psychologiques ou médicaux qui auront la moindre efficacité face à des gens qui sont d'une extrême dangerosité. Le problème, c'est la défaillance totale de la chaîne de la sanction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'applique pas le code pénal avec la rigueur et la dureté qui est nécessaire. Ceux qui sont convaincus de liens avec une entreprise terroriste, qui sont en lien avec les filières du djihad, devraient être mis en cause sur l'article 411.4 du code pénal. Il devrait risquer 30 ans de prison ferme. Aujourd'hui, Mme Belloubet nous annonce avec une candeur qui est effroyable, parce qu'elle touche à la sécurité des Français, que 43 djihadistes vont sortir. Il y en a sans doute des centaines qui vont sortir dans les mois et les années qui viennent. Et on a un gouvernement qui aujourd'hui est prêt à récupérer des djihadistes qui ont commis des abominations en Syrie ou en Irak pour leur éviter la peine de la mort là-bas. On va les rapatrier en France. Les preuves de leurs exactions sont là-bas. Les témoignages de leurs exactions, de leur décapitation, des viols, des assassinats sont là-bas. Du coup, ils vont se retrouver judiciarisés, comme on dit en France, en risquant des peines souvent assez faibles. Ces peines souvent seront partiellement appliquées seulement et ils seront libres dans quelques mois ou quelques années et ils constitueront une menace immédiate pour la sécurité des Français. On va parler de ce conflit militaire entre la Syrie et la Turquie. Erdogan qui fait pression sur l'Union européenne en ouvrant ses frontières aux migrants et en leur offrant donc une porte d'entrée vers l'Union européenne. La Grèce en état d'alerte maximale. Est-ce qu'il faut se préparer à une nouvelle crise migratoire ? Oui, mais d'ailleurs, la crise migratoire, elle n'a jamais totalement arrêté. Depuis 2015, on a des flux importants d'immigrés clandestins qui arrivent en Europe et qui souvent n'en repartent jamais parce qu'on est totalement défaillant dans le traitement de cette immigration. Erdogan est censé la Turquie est censée assurer une sorte de verrou migratoire. Elle le fait peu ou mal et elle le fait avec un chantage permanent dont on a eu des nouveaux exemples. Aujourd'hui, ils annoncent qu'ils ouvrent grand les vannes alors que la Turquie est sans doute l'un des pays hors Europe qui a touché le plus de subventions européennes. 30 milliards au titre de la Banque européenne d'investissement, près de 20 milliards, plus de 20 milliards au titre des fonds de préadhésion, 6 milliards au titre du contrôle de l'immigration. Et avec ça, Erdogan continue à se comporter comme un adversaire résolu de nos intérêts fondamentaux. Il faut lui couper les crédits ? Bien sûr, il faut couper les crédits et protéger nous-mêmes nos frontières, bien sûr. Et puis il y a une autre question, si vous me permettez, c'est... On voit que la Turquie, non seulement se comporte extrêmement mal avec l'Europe, et donc il faut arrêter de la considérer comme un allié, comme un ami, ou même comme un pays qui aurait vocation à intégrer demain l'Union européenne. Mais il y a quand même la grande question aussi, c'est de savoir qu'est-ce que fait aujourd'hui la Turquie sur le territoire syrien. Aujourd'hui, elle agit militairement sur un territoire qui n'est pas le sien, en violation de la souveraineté territoriale de la Syrie. Et qu'est-ce qu'elle y fait ? Elle y soutient, elle y parraine, pour dire les choses pudiquement, des groupes djihadistes qui n'ont absolument rien à envier à Daesh ou à Al-Nosra. Et on devrait être clairement, nous, du côté du pouvoir syrien et de la Russie, qui sont en train d'éradiquer de la poche d'Idlib les groupes djihadistes.
Un mot sur Emmanuel Macron qui a réagi, qui exprime sa solidarité avec la Grèce et qui dit que la France est prête à contribuer aux efforts européens pour leur prêter une assistance rapide et protéger les frontières. Oui, mais tout ça sont des mots. Jusqu'à maintenant, Emmanuel Macron, il contribuait surtout à récupérer les migrants qui arrivaient de l'Aquarius. Donc il faudrait l'Union européenne qui prétendait protéger les frontières extérieures, notamment dans le cadre de l'agence Frontex, eh bien aujourd'hui, elle est mise en face de ces incohérences. La Grèce, évidemment, se retrouve en première ligne avec des moyens très faibles d'un petit pays. Ça nécessiterait des vraies coopérations européennes, éventuellement dans le cadre de Frontex, d'ailleurs, pour protéger les frontières. On voit qu'il n'y a pas cette volonté. Ce qui manque, c'est la volonté politique. Et la volonté politique de faire en sorte que les migrants qui quittent les eaux, qui quittent par exemple la Libye pour se rendre en Grèce ou en Italie, eh bien qu'on arraisonne les bateaux, qu'on sécurise leur retour vers leur port d'origine, ou qu'on trouve des ports en Tunisie, etc., qui sont les plus proches en application du droit de la mer, où on les rapatrie, mais qu'en aucun cas on les fasse venir en Europe, parce qu'à chaque fois qu'on en fait venir en Europe, et qu'on sécurise leur traversée, parce que c'est ce que fait Frontex en partie, eh bien on alimente la pompe aspirante, l'incitation, c'est-à-dire la perspective qu'il y aurait toujours un Eldorado européen, et donc la perspective pour les migrants, en engraissant les mafias et les passeurs, de venir sur notre continent. Nicolas B, oui, on a peu parlé des municipales. Donc, le Rassemblement national, en gros, gère une dizaine de villes de plus de 9000 habitants. Quels sont vos objectifs chiffrés? Quelle ville comptez-vous prendre? C'est très difficile d'avoir des objectifs chiffrés parce que ça va dépendre de la configuration des seconds tours. Souvent, selon que c'est une triangulaire ou un duel, etc., on a des possibilités ou non de victoire. Donc moi, je ne vais pas m'aventurer à 15 jours du scrutin à dire il y a telle ville qu'on va gagner de manière certaine. Il y a beaucoup de villes où on a obtenu 35, 40, 45% des voix aux élections européennes où on a des perspectives de victoire. Il y a beaucoup de villes où on a fait un travail... près de 200 villes, hein, un travail, voilà, absolument, un travail d'implantation locale aussi, où on a des élus municipaux d'opposition qui ont fait un vrai travail pour dire la vérité sur ce qui se passe sur la gestion municipale. Notre objectif, au-delà de la performance électorale, bien sûr qu'on veut gagner des villes, mais on veut surtout améliorer le sort de nos compatriotes. Les villes qu'on a dirigées depuis 2014 sont un succès. On a baissé les impôts, on a amélioré la sécurité, on a fait la chasse au gaspillage, on a fait preuve d'aucune compromission avec le communautarisme. On n'a pas joué ce que font beaucoup de maires, malheureusement, des macronistes, des socialistes, des républicains, cette espèce de clientélisme insupportable qui a permis au communautarisme et à l'islamisme de prospérer dans un certain nombre de villes. Donc pas d'objectif, vous avez quand même des cibles? Il y a des villes qui apparaissent, je pense à Perpignan par exemple avec l'ULO, qui apparaissent comme pouvant être gagnées, bien sûr, mais moi je suis pas Madame Soleil, je ne vais pas faire de prédictions comme ça à la légère. C'est les Français qui décident. Quand on va aux élections, quand on sollicite le suffrage des Français, il faut aussi le faire avec une certaine humilité. On présente notre projet. Notre projet, c'est défendre l'intérêt général et en finir avec les dérives qui caractérisent trop souvent la gestion de nos collectivités locales. Et merci beaucoup. Merci Nicolas B d'avoir été avec nous ce matin. Merci Pascal. Demain, Nicolas B, à votre place, ce sera Valérie Rabault, la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. On passe tout de suite au Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Club des territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Aujourd'hui avec la bande qui arrive. Bonjour messieurs, on parlera de la réforme des retraites. Édouard Philippe qui a donc dégainé le 49.3 samedi soir. L'opposition dépose 2 motions de censure. Les syndicats annoncent une nouvelle journée de mobilisation. On va en parler. Et puis dans notre page municipale, à 2 semaines maintenant du premier tour, on balayera l'actualité de la campagne. On s'intéressera aussi à la question de la fiscalité. Préoccupation importante des maires et pourtant si absente de la campagne. Pourquoi? On verra ça. Mais d'abord, c'est l'heure de notre reportage en région. Nous poursuivons notre tour de France des municipales cette semaine. Direction le Grand Est. Regardez le programme de ce qui vous attend. C'est avec Marion Vigreux.
C'est à Nancy que nous commençons notre série de reportages. Ici, les électeurs ne seront pas très dépaysés puisque, comme en 2014, ils retrouvent le duel Laurent Hénart-Mathieu Klein. Un face-à-face gauche-droite traditionnel qui, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a toujours favorisé la droite. Le maire sortant, Laurent Hénart, est soutenu par les Républicains et La République En Marche. Son éternel challenger, Mathieu Klein, a été, lui, investi par le Parti Socialiste et le Parti Communiste. Dans les sondages, ils sont au coude à coude. Ils devancent le candidat des Verts qui pourrait bien, dans cette élection, jouer les arbitres. Deuxième étape, Metz, où les candidats se bousculent. Ils sont 10 à briguer le fauteuil de maire, un fauteuil laissé vacant par Dominique Gros, après 2 mandatures socialistes, qui était une première pour la ville de Metz. Mais dans les sondages, la droite reprend des couleurs, représentée par François Grosdidier, qui fait la course en tête. Il devance l'Union des forces de gauche et le Rassemblement national. C'est en revanche un peu plus compliqué pour le candidat La République En Marche, qui, malgré les soutiens et les visites ministérielle reste bloqué à la 4e place. Enfin, nous terminerons notre périple dans une petite commune des Vosges, les Vouavres. Ici, de nombreuses initiatives voient le jour pour dynamiser le territoire. Ainsi, il y a 6 ans, 5 jeunes ingénieurs de l'École nationale supérieure du bois d'Épinal ont lancé une entreprise de fabrication de lunettes en bois, de skateboard et de vélos en bambou. Et le succès est au rendez-vous. Ils emploient aujourd'hui 19 salariés et font figure d'exemple pour ce territoire rural qui revendique son attractivité. Et voilà pour le programme de ce qui vous attend cette semaine. Les reportages à suivre tous les jours à cette heure-ci dans Bonjour chez vous. Bonjour messieurs, Arnaud Benedetti, Jean-Daniel Lévy, Guillaume Doyen, rebonjour Alex Poussard. On va commencer en parlant de la réforme des retraites. Samedi soir, 17h30, Édouard Philippe est donc monté à la tribune de l'Assemblée nationale pour dégainer le 49.3. Colère de l'opposition, dépôt de motion de censure. C'est une semaine agitée qui s'annonce au Parlement. On va voir ça avec Jonathan Dupriez. Le gouvernement a pris tout le monde de court. Samedi, à l'issue d'un conseil des ministres officiellement consacré au coronavirus, Édouard Philippe décide d'activer l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer sans vote la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. J'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi instituant un système universel de retraite. Non pour mettre fin au débat, mais pour mettre fin à cet épisode de non-débat, à un Parlement privé de sa fonction éminente de faire la loi. Pour Édouard Philippe, c'est un moyen de couper court au débat enlisé à l'Assemblée. En 2 semaines, seulement 8 articles sur 65 avaient été examinés. De son côté, l'opposition crie au déni de démocratie. Le président du groupe LR à l'Assemblée, Damien Abad, dénonce le timing du recours au 49.3. C'est le scénario le plus cynique qu'on pouvait imaginer. Et ce gouvernement est dans le cynisme absolu. Le faire en plein coronavirus, en plein conseil des ministres, uniquement là-dessus, eh bien c'est du cynisme le plus total. Pointés du doigt par le gouvernement pour leur obstruction délibérée et les quelques 30 000 amendements déposés, communistes et France Insoumise nient en bloc avoir paralysé le débat. Ce n'est pas vrai. Il y a eu un débat sur le fond, sur toute une série de sujets. Nous avons agi de manière responsable, de manière démocratique, parlementaire, et la majorité a fait une espèce de tir de barrage. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de ce qu'ils sont en train de faire. Droite et gauche ont déposé 2 motions de censure qui seront débattues mardi à l'Assemblée, mais elles ont peu de chances d'aboutir. LREM et Modem comptent plus de 300 députés au Palais Bourbon. Est-ce que le fait de dégainer le 49.3 en plein week-end, samedi soir, pour Édouard Philippe, c'est politiquement bien joué ou c'est une erreur ? Peut-être que la question, c'est pas la question du samedi soir, la question c'était de savoir est-ce que c'est 2 semaines avant les élections municipales ou pas. Et que probablement qu'un des enjeux du gouvernement, c'était d'arriver à resserrer une partie de ses troupes, resserrer une partie de l'électorat qui avait voté pour Emmanuel Macron à la présidentielle, et également séduire une partie de ceux qui avaient voté pour François Fillon, également à cette même élection présidentielle. Si on prend la leçon des dernières élections européennes, on peut voir que l'électorat d'Emmanuel Macron a considérablement évolué, s'est dirigé globalement vers la droite et aujourd'hui a un électorat qui n'est pas forcément d'accord avec tout, mais qui au moins reconnaît à l'exécutif le fait de mener un certain nombre de réformes, notamment des réformes qui n'ont pas été menées par les gouvernements précédents et notamment par Nicolas Sarkozy. En tout cas, c'est cette image globale qui existe. Peut-être que le message qui a été exprimé de la part du Premier ministre, c'est de dire à la droite, on va jusqu'au bout et avant même ces élections municipales,
on vous montre que quelles que soient les difficultés que l'on peut rencontrer, quelles que soient les oppositions face auxquelles on peut être confronté, on va aller jusqu'au bout de la réforme et on va affirmer notre puissance et notre orientation vers la réforme des retraites. Donc une image de réformateur, hein, si on écoute Jean-Daniel Lévy, mais est-ce que ça peut vraiment ressouder sa majorité? On a vu Barbara Pompili critiquer l'utilisation de ce 49.3, le sénateur Michel Amiel quitter le groupe. Est-ce que ça va laisser des traces à l'intérieur de la majorité? Oui, certainement, mais il est clair que si l'on veut comprendre cette annonce, c'est la volonté de l'exécutif, en effet, de solidifier son électorat, c'est-à-dire solidifier cet électorat qui est attaché à l'idée de réforme qui est au cœur du discours macroniste. Donc le but, c'est bien évidemment pour Emmanuel Macron de considérer qu'avec le temps, il lui sera donné quitus de cette volonté de réforme. Alors c'est un pari risqué. Le problème, c'est que si vous voulez, cette annonce du 49 alinéa 3 par le Premier ministre, il survient dans un contexte où, les partenaires sociaux sont quasiment tous, en tout cas, soit opposés, soit très réservés quant à la réforme, y compris les plus réformistes, où l'opinion publique est majoritairement devenue hostile à cette réforme et où le Parlement finalement était le dernier lieu où l'on pouvait encore débattre de cette réforme. Donc l'ensemble de ces ingrédients font que bien évidemment ça va laisser des traces. On va les mesurer de toute façon lors des élections municipales. On verra quel est l'effet finalement de cette annonce du 49.3 et de cette décision sur le comportement électoral, notamment dans les grandes villes. Et puis ça va certainement laisser des traces dans l'opinion publique à terme, parce que si vous voulez, ça va à l'encontre finalement de tout le storytelling que l'exécutif avait mis en place après les élections européennes sur le fameux acte 2, un acte 2 plus en résonance avec la concertation, avec le dialogue, avec l'écoute. Là, on a, si vous voulez, un acte fort sur le plan constitutionnel qui infirme en tout cas de manière assez explicite ce discours-là. Guillaume, sur les municipales, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur les municipales? Non, je ne pense pas, mis à part quelques cas particuliers comme Paris, le vote ne se jouera pas sur les retraites, d'autant que la présence évidente de candidats marcheurs n'est pas là, si vous voulez. Les étiquettes sont assez peu affichées, c'est sur d'autres sujets que va se jouer ce scrutin en particulier. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a quand même cette volonté de consolider sa base au risque de la restreindre et de perdre les quelques-uns qui pouvaient encore espérer gagner. Donc il prend un risque, à mon avis, inutile, mais qui n'est pas énorme. Arnaud disait, Jean-Daniel, ça va laisser des traces dans l'opinion. Ça peut laisser des traces? Forcément, ça laisse forcément des traces. En fait, on peut se rappeler déjà que à l'époque, pour Manuel Valls, lorsqu'il avait utilisé à plusieurs reprises le 49.3, notamment dans le cadre de la réforme de la loi El Khomri, ça avait eu des incidences extrêmement nettes sur la perception du candidat potentiel à l'élection présidentielle et de l'image d'un responsable politique qui, à l'époque, était en délicatesse ouverte avec sa majorité parlementaire. Là, c'est pas le propos qui a été tenu de la part de l'exécutif, en indiquant que c'était une obstruction parlementaire qui était plutôt portée de la part de la gauche et notamment de la part de la France Insoumise, mais que on sait bien que malgré tout, en fait, lorsqu'il y a un 49.3 qui est mis, c'est qu'il y a déjà un enjeu qui est un enjeu interne et que cet enjeu, c'est un enjeu de la majorité, solidification de la majorité. On a vu l'état-moment, vous l'avez indiqué, en fait, le départ d'un sénateur. On peut indiquer que préalablement, il y a eu également le départ d'un certain nombre de députés. Donc c'est aussi faire en sorte que l'on puisse profiter d'une situation de tension portée par l'extérieur pour arriver à resolidifier d'un point de vue général en interne. Ce qui sera frappant au final, ce sera d'essayer de voir ce que retiennent les électeurs qui ne sont pas forcément les plus hostiles au président de la République et au Premier ministre. Est-ce que c'est le fond ou la forme ? Jusqu'à présent, c'est plutôt en fait le fond qui l'emporte concernant les différents regards qui peuvent être portés à l'égard de l'exécutif. Et lorsqu'on interroge l'électorat d'Emmanuel Macron, lorsqu'on interroge l'électorat de François Fillon et qu'on revient sur la séquence en gros de ces 3 dernières années, ils utilisent le terme réforme de manière relativement forte. Et même lorsqu'ils parlent par exemple de la séquence des Gilets jaunes, ils vont parler du fait que l'État a réussi à maintenir une situation, à éviter que la situation se dégrade complètement. Ils vont nous parler de Notre-Dame-des-Landes, ils vont nous parler de la réforme du bac, ils vont nous parler de la réforme de la SNCF, ils vont nous parler de la réforme du statut du cheminot. Et donc, il y a effectivement en fait, des moments où il y a eu des moments de tension qui sont absolument indéniables, mais auprès d'une cœur de l'électorat, qui est la partie la plus stratégique aujourd'hui pour l'exécutif, même s'il y a ces coups de menton, même s'il y a ces moments de tension, même s'il y a ces accès d'autorité, au final,
La raison pour laquelle aujourd'hui nous avons sensiblement un tiers des Français qui accordent une forme de crédit à l'exécutif, c'est autour de cette notion de réforme. Donc c'est probablement une des raisons pour lesquelles le gouvernement est allé jusqu'au bout de là où il pouvait aller samedi dernier. Allez, on va ouvrir notre page municipale comme tous les jours. On va se rendre dans une rédaction locale et le lundi, on va à Rouen retrouver nos partenaires de Paris-Normandie. Bonjour Stéphane Ciré, rédacteur en chef adjoint de Paris-Normandie. Et votre dossier du jour, justement, il est consacré aux conséquences de ce 49.3 sur les municipales. Oui, bien sûr. Donc, en cette début de campagne officielle et puis avec l'annonce du recours au 49.3, on s'est posé la question de savoir si ce 49.3 justement et les municipales pouvaient faire bon ménage. Et évidemment, dans la ville du Premier ministre, ça prend un sens un peu particulier. Et on a vu ce week-end, enfin à partir de samedi soir, que la campagne devenait très difficile pour les soutiens et les colistiers d'Édouard Philippe, qui est tête de liste au Havre. On a vu par exemple hier matin Agnès Firmin-Lebaudot, qui est une députée Agir numéro 2 sur la liste d'Édouard Philippe. Elle était sur le marché comme chaque dimanche matin et pendant 2 heures, elle a été suivie par des gilets jaunes, insultée, il y a eu des tentatives d'intimidation. Donc ça l'a conduit à déposer plainte hier après-midi. Le local de campagne d'Édouard Philippe a été pris pour cible dès samedi soir, dès l'annonce du recours au 49.3. Donc on voit bien que la campagne est en train de se tendre, notamment dans la ville du Premier ministre. Oui, donc on voit de vraies conséquences, en tout cas, sur les municipales au Havre. À lire dans Paris-Normandie sur ce 49.3, cette interview d'un universitaire qui décrypte le recours au 49.3 par Édouard Philippe. Oui, Fabien Bottini, il est maître de conférence en droit public à l'Université du Havre. Il explique dans cette interview justement les enjeux de ce recours 49.3. D'un point de vue politique, il dit de toute façon le gouvernement ne prend pas un grand risque dans la mesure où les motions de censure qui vont être examinées demain n'ont aucune chance d'aboutir. Et puis il rappelle également que pour Édouard Philippe, sa victoire potentielle au Havre est un enjeu important pour qu'il puisse relégitimer son action nationale. Voilà pour la campagne au Havre. Avant de vous quitter, Stéphane, un mot sur la campagne à Rouen. Où on en est de la campagne à Rouen ? Alors, à Rouen, il y aura cette année 10 listes. Les électeurs rouennais et rouennaises vont avoir une offre très large. En 2014, par exemple, il y avait 8 listes. Il y en avait seulement 4 en 2008. 10 cette année. Le fait que le maire sortant, Yvon Robert, le maire socialiste, ait annoncé déjà depuis de longs mois qu'il ne se représenterait pas, évidemment, a un peu mis en appétit tous les candidats potentiels. Donc aujourd'hui, 10 listes avec une grande fragmentation, notamment à droite et au centre où il y a 3 listes, où le candidat LR, enfin qui est de la famille LR, Jean-François Bure, n'a pas été soutenu ni investi par son parti. Il y a une grande confusion et aujourd'hui, franchement, il est difficile de dire ce qui va sortir d'ici 15 jours au soir du premier tour. Merci beaucoup. Merci Stéphane. On va voir la une de Paris-Normandie, le 49.3 qui vient troubler la bataille des municipales. Une campagne sous tension avec cette photo du local de campagne d'Édouard Philippe qui a donc été tagué et caillassé samedi soir après l'annonce du 49.3. Merci d'avoir été en direct avec nous Arnaud. On voit là les conséquences concrètes de la double casquette d'Édouard Philippe et la campagne des municipales au Havre, qui pâtit de la casquette d'Édouard Philippe, Premier ministre, et de ses annonces en tant que Premier ministre. Oui, mais ça c'était prévisible. Un Premier ministre qui est candidat localement, il se fait rattraper nécessairement par les dossiers nationaux. Je veux dire, ce n'est pas propre à la séquence que l'on vit, ça a été propre à d'autres séquences par le passé. Donc dans la ville du Havre, il est naturel que les oppositions, même si l'on peut bien évidemment ne que condamner les actes de dégradation de la permanence d'Édouard Philippe, il est naturel que les oppositions se saisissent de ces enjeux. Mais ce qu'il faut dire par rapport au 49.3, parce qu'au-delà du zoom de l'actualité, c'est que le débat parlementaire n'est pas terminé. C'est que le texte va arriver au Sénat, on peut imaginer qu'il va être profondément amendé par l'ensemble des oppositions, y compris peut-être par le groupe de La République En Marche, et qu'il va retourner ensuite à l'Assemblée nationale. Donc il est peut-être aussi, disons, en matière de stratégie parlementaire de la part du gouvernement,
compréhensible, entre guillemets, qu'il ait agi de la sorte parce qu'il sait que le temps parlementaire n'est loin d'être consommé pour l'instant. Donc il s'agit aussi pour le gouvernement d'aller vite parce qu'il a aussi d'autres dossiers qu'il veut mettre en avant pour la suite pour montrer que finalement, même en deuxième partie de mandat, on continue, disons, à dérouler le logiciel politique qui est le sien. Et vous avez raison de le souligner, Arnaud. Il est d'autant moins terminé qu'il y aura aussi une loi organique avec plusieurs mesures de cette réforme des retraites et sur laquelle le gouvernement ne pourra donc pas utiliser le 49.3. Sur les conséquences de cette campagne, sur la campagne au Havre, Jean-Daniel Lévy. Ce qui est absolument certain, c'est qu'il va y avoir une focalisation assez importante sur le Premier ministre. On peut rappeler d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de liste qui a été présentée de la part de la droite contre le Premier ministre, pas forcément de soutien non plus en parallèle. Et donc, on va dire qu'il n'y a pas forcément de mystère aujourd'hui sur le fait qu'Édouard Philippe arrivera en tête, en tout cas au deuxième tour du scrutin. Toute la question qui se pose à l'heure actuelle, c'est quel sera son niveau au premier tour et quel sera le niveau de mobilisation. Il y a des focalisations qui sont des focalisations fortes, qu'on peut voir, des personnes qui sont contre, mais dans un même élan, il y a aussi une solidification d'une partie de l'électorat de La République En Marche qui peut se manifester, avec un Premier ministre qui a, par rapport au président république, un ancrage en plus un peu plus à droite, et avec, du fait de son histoire politique, un soutien un peu plus important de la part des électeurs issus des Républicains. Un mot peut-être sur Rouen, rapidement, Jean-Daniel Lévy, puisqu'on en parlait avec Stéphane Ciré sur la campagne à Rouen. Il y a deux aspects. C'est une dimension qu'on voit d'un point de vue général au niveau national. C'est-à-dire que dans les villes dans lesquelles on a un électorat socialisant avec un maire sortant qui ne se représente pas, une force Europe Écologie qui est importante, voire nette. Et c'est également ce qui se passe à Rouen. Et Rouen, ça va être une des villes que nous allons surveiller pour voir si Europe Écologie Les Verts peut gagner la ville. Donc ça, c'est une dimension qu'on peut voir au niveau national. Il y a évidemment un aspect local par rapport à l'usine Lubrizol, où les conséquences se font ressentir, où la préoccupation en matière écologique et environnementale, qui est très forte au niveau national, est décuplée à Rouen, dans cette commune-là. Allez, on va voir le reste de la campagne, les dernières infos avec vous, Alex. Et Alex, on parlait des dégradations contre la permanence d'Édouard Philippe, mais il n'est pas le seul. Et non, il n'est pas le seul. Un autre ministre a fait les frais de ces dégradations après l'annonce de l'utilisation du 49.3 sur la réforme des retraites. Cet autre ministre, c'est Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, candidat à Tourcoing. Son local de campagne a été tagué dimanche matin, notamment avec le rajout d'autocollants de la CGT. Et le ministre Darmanin a dénoncé ces violences sur sa page Facebook. Je cite, « Certains ont hurlé des insultes à mon encontre, d'autres ont menacé de se rendre à mon domicile. Ces méthodes sont inacceptables. Chacun devrait les condamner en démocratie. » Allez, on va parler de la campagne à Paris avec un sondage qui donne Rachida Dati devant Anne Hidalgo. Effectivement, pour la première fois, Rachida Dati est en tête des intentions de vote à la mairie de Paris, en tout cas au premier tour, avec 25% des intentions de vote dans le sondage IFOP pour le journal du dimanche. Anne Hidalgo, la maire sortante, obtient 24% de ses intentions de vote. En troisième position, Agnès Buzyn, 20%. En tout cas, au second tour, quelle que soit la configuration de ce second tour, c'est Anne Hidalgo qui emporterait la majorité des intentions de vote. Et puis toujours à Paris, cette campagne parisienne a un record avec le nombre de candidats. Il y a 17 arrondissements dans ce scrutin et 181 listes. Il n'y a jamais eu autant de listes dans l'élection parisienne. 8 candidats ont déposé des listes dans chaque arrondissement. Au total, cela fera 897 panneaux électoraux dans la capitale. Autant dire que ça va faire du travail pour les colleurs d'affiches. Allez, on va s'arrêter un instant sur cette campagne à Paris. Jean-Daniel Lévy, vous êtes mieux placé que nous pour nous dire qu'un sondage à Paris, c'est difficile à lire. Il y a 17 élections, mais on va peut-être regarder la dynamique. Elle est du côté de Rachida Dati, cette dynamique? Alors, c'est une dynamique qui est du côté de Rachida Dati. On peut déjà rappeler qu'au cours de l'élection précédente, en 2014, c'était la candidate de droite, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était arrivée en tête à hauteur de 36%, si je me souviens bien, devant Anne Hidalgo à hauteur de 35%. Donc le fait qu'il y ait une droite qui soit un peu devant la gauche au premier tour ne préjuge pas du résultat final. Et effectivement, en fait, vous l'avez indiqué, dans le cadre des hypothèses de deuxième tour, aujourd'hui une préférence qui est indiquée en faveur de Anne Hidalgo. Après, le deuxième aspect, c'est qu'on ne connaît pas encore les configurations qui vont se passer également entre le premier tour et le deuxième tour. Et puis surtout,
le poids de chacune des forces politiques au sein des arrondissements. Au-dessus de 10%, on a la capacité de pouvoir se maintenir au deuxième tour, avec une différence qui est effectuée arrondissement par arrondissement. Et donc, ce sera une configuration électorale qui sera peut-être différente selon les arrondissements, avec une présence ou pas de la droite dans certains arrondissements, la présence ou pas de listes Villani, ou leur capacité à pouvoir fusionner, comme ça peut être le cas de la part des écologistes. Quoi qu'il en soit, effectivement, au cours de la période récente, une dynamique en faveur des Républicains, une dynamique en faveur de Rachida Dati, qui s'inscrit dans une campagne qui est une campagne, je serais tenté de dire, très classique de la part de la droite. Elle parle à son électorat droite, elle ne cherche pas forcément à aller beaucoup plus au-delà, elle parle du poids des HLM, elle parle du poids de la dette, elle parle du poids des déficits, elle parle des enjeux qui sont des enjeux en matière de propreté et de sécurité. Et donc je serais tenté de dire qu'elle coche un certain nombre de cases d'une partie de l'électorat plus de l'ouest parisien que de l'est parisien, qui entend favorablement ces différentes orientations. Oui, ben, en fait, les trois candidates là, se disputent un électorat bourgeois assez typique, qu'il soit de l'ouest ou de l'est parisien, avec des arguments en fait relativement anciens, même, je dirais même éculés. On parle de propreté, on parle de dette, on va parler d'automobile aussi. Mais Rachida Dati, qui est un peu plus pro-bagnole que Madame Hidalgo, ne l'est pas nécessairement beaucoup plus. Elle reste aussi très prudente sur ce sujet-là, si vous voulez. Donc, si vous regardez quand même de près les trois candidates, vous avez tout de même une certaine convergence des propos. Et je dirais que l'électorat pourrait voter pour l'une ou pour l'autre dans un certain cas, sans vraiment se dédire lui-même. Est-ce que Rachida Dati, elle réussit à incarner finalement le vote d'alternance à Anne Hidalgo ou pas? Elle a surtout réussi à stopper l'hémorragie de la droite parisienne après l'élection présidentielle. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut porter déjà à son crédit dans sa propre famille politique, alors qu'elle était quand même assez contestée. Elle fait la démonstration par sa campagne qu'elle est une candidate qui est capable de rassembler au moins son propre camp, ce qui finalement n'était pas à gagner au début de son lancement. Donc ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point ensuite, pour elle, c'est de savoir s'il y a des réserves de voix au second tour, en l'occurrence. Les réserves de voix, quand on regarde facialement, disons, les intentions de vote, pour l'instant, elles semblent plutôt du côté de Madame Hidalgo. Mais il y a une question qui demeure en suspens, c'est le jeu des alliances de second tour. Est-ce qu'il peut y avoir à un moment donné une convergence entre Madame Buzyn et Madame Dati? C'est une question pour l'instant qui n'a pas été soulevée, mais qui ne manquera pas de se poser au soir du premier tour. La difficulté quand même pour les Républicains, c'est que c'est difficile de s'allier à Paris avec la République En Marche et de s'opposer nationalement à la République En Marche et à la majorité. Il faudra qu'ils arrivent à résoudre cette équation s'ils veulent à un moment donné incarner une alternative face à Madame Hidalgo. Est-ce qu'en d'autres termes, au soir du premier tour, il y aura un réflexe tout sauf Anne Hidalgo? C'est la question qui, à mon avis, est la question essentielle. Jean-Daniel. Oui, ça dépendra du résultat du premier tour. Il y a la composante, effectivement, du vote en faveur d'Anne Hidalgo. Il y aura la composante du vote en faveur de Rachida Dati ou d'Agnès Buzyn, et puis également en faveur des écologistes, voire de M. Villani. Donc on a une équation à multiples inconnus. Ce qui est certain, c'est que quand on regarde aujourd'hui les choses, Anne Hidalgo apparaît comme étant la mieux placée pour pouvoir gagner et remporter la prochaine municipale, dans un contexte où les électeurs ne sont pas fans de leur maire sortante. Elle a un bilan qui est contesté, il y a une critique qui est une critique forte de la part de l'électorat. Elle a une ambition, en fait, qui est une ambition qui est plus importante que ce que peuvent avoir aujourd'hui les Parisiennes ou les Parisiens à son égard pour sa reconduite. Et donc on a, comme on l'avait eu pour partie en 2001, une interrogation sur la capacité du prochain maire à pouvoir exercer véritablement ses fonctions, sur une favorite sur le papier qui est Anne Hidalgo, mais pour autant qui n'est pas forcément majoritaire d'un point de vue électoral. On peut rappeler qu'en 2001, quand Bertrand Delanoë avait été élu maire de Paris et que la ville avait basculé à gauche, la droite était malgré tout majoritaire à Paris. Eh bien, ça nous laisse encore une élection passionnante. On va terminer ce tour des villes avec Marseille, hein, Alex. Et oui, puisque le journal La Provence lance une série d'émissions sur l'élection municipale à Marseille pour apporter un regard plus personnel sur les candidats à la tête de la cité phocéenne. Chaque candidat dans cette émission, dans cette interview, va se livrer sur son enfance, sur son parcours, également sur ses émotions. On regarde une bande-annonce.
Vous avez vu votre tête là? Pour savoir comment le crapaud a pu rentrer dans la bouteille. Elle a vendu la mèche, même ça. Vous avez fait partie de la première équipe féminine de l'Olympique de Marseille. Vous en prenez plein la gueule. Mais emmerde. Martine Vassal, je l'ai prononcé enfin son nom. Il pleut sur Marseille. Il pleut pas aujourd'hui, ça serait dommage que le temps change. Laissons. Vous voyez que j'apprends vite, hein, donc. Oui, ça s'appelle la langue de bois. Et voilà quelques pépites de cette série d'émissions de La Provence. Premier épisode dès aujourd'hui sur le site laprovence.com avec le candidat écologiste Sébastien Barle. Et tous les jours à midi sur le site de laprovence.com cette semaine. Voilà pour ce tour des villes. On va continuer à parler municipal, mais on va s'intéresser à la fiscalité locale. Préoccupation des maires, renforcée par la suppression de la taxe d'habitation. Et pourtant, ce thème est peu présent dans la campagne. C'est le thème de votre dossier dans la Gazette des communes cette semaine. Guillaume, comment vous expliquez cette absence de la fiscalité locale dans la campagne? Oui, alors les maires en entendent beaucoup moins parler sur les marchés pendant leur campagne. Ça ne veut pas dire que c'est absent de l'esprit de tout le monde, mais ils sont étonnés d'en entendre aussi peu parler. Alors évidemment, la première raison, c'est que la taxe d'habitation est censée disparaître peu à peu et qu'après l'élection présidentielle de 2022, elle devrait avoir disparu totalement. Donc c'est déjà pour une partie des contribuables un sujet qu'ils abordent plus. Mais néanmoins, ce qu'on fait remarquer dans notre enquête, plus de taxes d'habitation, ça veut dire que lorsque les élus, eux, vont actionner un levier fiscal, c'est celui de la fiscalité foncière. C'est sur les propriétaires qui vont appuyer. Donc c'est sur une masse plus réduite, si vous voulez, des contribuables. Et donc ça va peut-être aussi les freiner dans cette direction-là. Ça va donner, en fait, en réalité, potentiellement un poids et une force plus importante aux propriétaires, à ceux qui acquittent la taxe foncière. Donc il y a d'autres moyens encore d'augmenter les recettes, qui sont par exemple augmenter ses tarifs, augmenter les redevances, les prix que payent les gens pour la cantine et d'autres, etc. Et puis aussi l'endettement. Arnaud? Oui, le sujet, c'est le sujet de l'autonomie fiscale, clairement, qui aujourd'hui est quand même remise en question par un certain nombre de mesures. Donc, il est assez naturel, du fait de cet affaiblissement de l'autonomie fiscale, que le sujet fiscal apparaisse moins. C'est quasiment mécanique. Il en demeure pas moins quand même qu'on voit dans un certain nombre de collectivités, de communes, que la question continue à sourdre de manière assez explicite. La question de la fiscalité, mais il y a aussi la question de l'endettement qui se pose. En l'occurrence, regardez, à Paris, le sujet est mis en avant par les opposants, toutes tendances confondues, ou presque, à Madame Hidalgo. Donc, il n'est pas tout à fait surprenant, en effet, que le sujet peut-être apparaisse moins saillant qu'il ne l'était par le passé. Il n'en demeure pas moins quand même que ça reste encore, qu'on le veuille ou non, un sujet qui continue à imprégner le climat électoral. Et on le voit dans votre étude, Jean-Daniel Lévy, les impôts locaux qui sont en 3e position. Oui, malgré tout, 3e position. Enfin, on pourrait dire que, effectivement, on n'en parle pas beaucoup sur les marchés, mais quand on interroge les Français, ils nous parlent de cette thématique-là. Alors, il y a l'alliance des deux, c'est-à-dire qu'il y a quand même une grande préoccupation au niveau national concernant le pouvoir d'achat, et que lorsqu'on la transpose au niveau local, cette thématique-là est assez présente. Il y a celle-là, il y a aussi la question des dépenses de la municipalité, qui aujourd'hui préoccupe une part importante de Français sur est-ce qu'il y a gabegie, est-ce qu'il y a une bonne utilisation de l'argent public. Et derrière, en fait, la question des impôts locaux, il y a effectivement, et je vous retrouve entièrement, pas uniquement la question de la taxe d'habitation. Il y a également en fait toute la thématique de ce que peuvent être considérés comme étant ce qu'on doit payer dans le cadre du quotidien. Donc ça va être les taxes foncières quand on est propriétaire, ça va être le prix de la cantine, ça va être le prix en fait des différents services type piscine et autres en fait qui entrent dans cette grande représentation de ce que sont les impôts ou les dépenses qu'on doit faire lorsqu'on vit localement, avec une préoccupation qui est nette, avec une préoccupation qui est évidemment plus nette de la part des personnes qui sont issues des catégories populaires. Et même lorsqu'on prend un clivage gauche-droite, on peut voir que c'est une thématique qui est fortement mise en avant de la part des électeurs qui sont proches des Républicains ou de la part des électeurs qui sont proches du Rassemblement national. Ce sont des thèmes qu'on voit de manière nette. On en a parlé tout à l'heure à Paris, mais je pense qu'on pourrait le parler dans quasiment n'importe quelle ville de France, où c'est plutôt les populations qui sont les populations les plus à droite sur l'échiquier politique qui sont les plus sensibles à ces thèmes-là. Je dois quand même préciser une chose, c'est qu'en théorie, la suppression de la taxe d'habitation doit être compensée à l'euro près
Ce à quoi personne ne croit, puisque les élus se demandent quel autre levier ils vont actionner. Mais la théorie, c'est ça. Voilà. Il fallait quand même le rappeler. Mais si on regarde le détail de votre sondage, par parti, vous avez déjà commencé à en parler, Jean-Daniel, c'est une préoccupation qui est forte chez les Républicains, mais c'est une préoccupation qui est beaucoup moins forte chez les électeurs de La République En Marche et encore moins chez les électeurs d'Europe Écologie Les Verts. Oui, c'est ça. En fait, quand je regarde chez les électeurs de La République En Marche, c'est la 5e préoccupation. Et chez les électeurs Europe Écologie Les Verts, c'est la 12e préoccupation. Donc on est aussi auprès d'une sociologie électorale où on sait en fait qu'en général les personnes qui sont proches des écologistes sont un peu plus diplômés que le reste de la population française, sont un peu plus habitants dans les centres urbains, ont un niveau de revenu qui est un peu supérieur à la moyenne des Français, et vont considérer parfois que l'impôt n'est pas forcément une mauvaise chose en tant que telle, parce qu'elle permet d'être un appui pour la puissance publique au service de ses ambitions, dont les ambitions en faveur de l'écologie et de l'environnement. Donc c'est vrai qu'il y a cette forme de clivage qui existe, un électorat à droite d'un côté, et également pour Parti populaire qui est sensible à cette thématique-là, et puis d'autres qui peuvent mettre en avant d'autres dimensions, notamment de manière en fait flagrante, l'électorat Europe Écologie Les Verts qui le met plutôt en bas de ses préoccupations. Ouais, donc qui a peut-être un niveau de service très élevé par rapport à ce qu'elle paye dans les centres-villes qu'ils occupent. C'est ça, c'est pas la France des Gilets jaunes. Voilà. Oui, c'est le retour sur investissement, en l'occurrence, qui joue. Mais on voit bien quand même que dans ce sondage, les marqueurs politiques restent encore extrêmement forts. Et c'est ce qu'il faut, je crois, retenir de cette étude. C'est que finalement, il y a un certain nombre de références qui continuent à orienter le comportement électoral potentiel des électeurs. Et ce qui est intéressant aussi chez les électeurs d'En Marche, à mon avis, si ça arrive en 5e préoccupation, c'est peut-être pas tant parce qu'ils considèrent que finalement la fiscalité est un levier pour l'action publique, c'est que ça fait certainement beaucoup moins de mal pour eux dans leurs revenus et dans leur pouvoir d'achat que pour les classes populaires. Un dernier mot, Guillaume, là-dessus. Est-ce que les maires, vous citez des maires dans votre article, est-ce qu'ils sont surpris qu'on leur parle si peu de ce thème sur les marchés ? Oui, ils ont été, ça les a pas mal étonnés, mais ils sont déjà à se demander, à se poser des questions pour l'après, parce qu'ils ne croient pas non plus une seconde que le thème ne va pas ressurgir. Bien sûr. Il y a deux aspects. C'est-à-dire que quand on prend 2008, c'était une vraie thématique de campagne. Au cours des élections de 2008, une vraie thématique de campagne qui était portée avec d'un côté des maires qui déclaraient en fait qu'ils n'allaient pas du tout augmenter les impôts, et puis d'autres qui étaient un peu plus flous sur leurs ambitions, et avec de manière caricaturale des candidats de droite qui disaient stop à l'augmentation d'impôts, des candidats de gauche qui globalement n'en parlaient pas véritablement. En 2014, même les candidats de gauche en avaient fait un des axes de campagne fort de leur part, en indiquant nous n'allons pas augmenter les impôts, et quand vous regardez la plupart de l'offre électorale, c'était cet engagement-là. Ce qui est assez frappant, c'est que dans le cadre d'enquêtes que nous, on peut réaliser de manière confidentielle pour des candidats, qui sont des candidats sortants, lorsque ceux-ci n'ont même pas augmenté les impôts, les électeurs ne le savent pas. C'est-à-dire qu'on a objectivement une situation qui a amené une stabilité de l'imposition locale, en tout cas de la part de la municipalité, mais que les électeurs ont globalement la perception qu'il y a eu, malgré tout, une augmentation des impôts. Donc, quels que soient les efforts qui sont entrepris, quelle que soit la communication qui a été développée, quelle que soit la réalité des choses, on a toujours la perception que ce que vous n'appelez pas impôt, nous, en tant que citoyens, on va l'appeler impôt, et donc, au final, ça a quand même augmenté. Allez, avant de se quitter, on va regarder ensemble la une de vos quotidiens régionaux ce matin avec Alex Poussard. Et Alex, on commence avec le Midi Libre. Et la tension monte dans le pays face à l'épidémie de coronavirus, avec par exemple les salariés du musée du Louvre qui ont fait valoir hier leur droit de retrait. Et puis 9 communes de l'Oise, on en a parlé ce matin, 9 communes du département de l'Oise sont placées dans des mesures de confinement. À la une de la Dépêche du Midi. La Dépêche du Midi qui fait sa une également sur le coronavirus sous l'angle économique, un virus qui va gripper l'économie. Le coronavirus est en train de frapper l'économie mondiale et également les territoires en France comme certains secteurs de l'Occitanie. On enchaîne avec les dernières nouvelles d'Alsace. Avec une une sur la pression migratoire qui arrive aux portes de l'Europe, puisque le président turc Erdogan a décidé ce week-end d'ouvrir la frontière entre la Turquie et la Grèce, là où des milliers de réfugiés syriens vont affluer. Une décision du président turc à cause de son isolement dans son conflit militaire avec le régime syrien. Dans le Courrier de l'Ouest. Le Courrier de l'Ouest qui s'intéresse aux élections municipales avec des communes angevines où il y a parfois peu de candidats. Et oui, les électeurs n'auront pas forcément de choix car dans 65 communes angevines sur 117, il y aura une seule liste, 117 communes de plus de 1000 habitants, il faut le préciser, eh bien il y aura une seule liste de candidats aux élections municipales. Et on termine avec Vaucluse Matin.
Vaucluse Matin, également sur les municipales, sur l'angle du financement. Comment finance-t-on sa campagne? Un dossier sur le financement de campagne à la une de Vaucluse Matin qui décrypte le vrai du faux sur ce sujet important. Et merci beaucoup. On va regarder vos unes avant de se quitter, messieurs. La une de la revue politique et parlementaire. Arnaud, territoire sous tension, c'est à lire. Et puis la une de la Gazette des communes, emploi, environnement, social, le triptyque vertueux des marchés publics, Guillaume. Oui, très important parce que la notion un peu technique de marché public s'est transformée aujourd'hui en notion économique. On peut mettre des clauses environnementales, sociales, etc. Favoriser les PME quand on passe des marchés publics. Je parle évidemment des collectivités locales et ça représente quand même des milliards d'investissements. Le dossier sur la fiscalité locale, on en a parlé. Un mot sur ce face-à-face à lire dans la Gazette des communes entre François Pupponi, le maire de Sarcelles, et le président de l'Observatoire de la laïcité, Jean-Louis Bianco. Ce qui nous a semblé intéressant, c'est de rappeler à quel point les collectivités locales peuvent être et doivent être engagées aussi dans ces questions de laïcité, que pour elles sont des sujets qui se présentent au quotidien vis-à-vis des agents et vis-à-vis des populations avec lesquelles elles travaillent. Et voilà, c'est donc à lire dans la Gazette des communes. Merci beaucoup. Merci messieurs d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve demain. L'invité politique, ce sera Valérie Rabault, la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale à 17h30. N'oubliez pas, vous avez rendez-vous avec Rebecca Fitoussi pour Allons plus loin. On vous souhaite une très bonne journée sur Public Sénat et on se retrouve donc demain. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des territoires.